La femme de ménage a murmuré en russe « Ne bois pas ça ». Et le tchèque millionnaire est resté figé. La salle de réception du château Mont-Blanc scintillait comme un mirage alpin, des murs drapés de velours bleu nuit, des lustres suspendus tels des cascades gelées et le parfum subtil de lavande qui flottait dans l'air. Chaque invité rayonnait, vêtu de soies et de joyaux. Parmi eux se tenait Philippe de Clermont, un homme imposant de richesse et d'autorité, son costume taillé sur mesure impeccable, sa posture droite et inflexible. Il leva son verre de vin rouge avec un léger hochement de tête lorsqu'un plateau lui fut présenté par une humble silhouette en uniforme. Elle s'appelait Yelena, une femme de ménage russe d'une trentaine d'années, aux yeux marron profonds et aux mains qui avaient connu le gel et le feu. Ses chaussures étaient usées, son chemisier trop serré aux épaules. Mais son maintien était droit, presque défiant, comme si son âme refusait de plier sous le poids des lustres. Philippe ne la voyait pas. Pas vraiment. Elle n'était qu'une ombre de plus dans un château de lumière. Quand il tendit la main vers le verre, celle de Yelena trembla. Elle se pencha, juste assez, et d'une voix à peine audible, murmura en russe « Ne piteto, ne buvez pas ça ». Il se figea. Son souffle planait encore dans l'air entre eux. Un calme s'installa, la musique continuait, les verres tintaient, un éclat de rire résonnait quelque part au loin. Mais le regard de Philippe se verrouilla sur elle avec une soudaine conscience. Sa main s'arrêta en plein air, un garde du corps s'avança, sentant la tension. Yelena recula silencieusement, les yeux baissés. Philippe ne but pas, il tendit le verre au garde à la place. Et dans ce bref moment de silence, quelque chose d'ancien et d'humain passa entre eux, l'alarme, la confusion et la première lueur de confiance. Les heures suivantes s'écoulèrent comme dans un rêve pour Yelena. Elle continua son service, les plateaux semblant plus lourds, les regards plus pesants. Dans la cuisine bouillonnante, Marcel, le chef pâtissier, lui lança un regard interrogateur lorsqu'elle déposa un plateau vide. « Tout va bien, petite ?» demanda-t-il, essuyant ses mains sur son tablier blanc immaculé. « Oui, monsieur », répondit-elle, l'accent russe tintant ses mots français. La cuisine du château Mont-Blanc était un monde en soi. Les cuivres brillaient sous les lumières, la vapeur s'élevait des marmites, et des odeurs de beurre, de vin et d'herbe se mêlaient dans une symphonie olfactive. C'était le domaine de Madame Dubois, une femme aux cheveux gris et au regard perçant qui dirigeait son royaume avec une précision militaire. « Yelena, il faut remonter avec les petits fours maintenant », ordonna Madame Dubois, tapant légèrement son épaule au passage. Yelena acquiesça, mais ses pensées restaient fixées sur ce moment, ce fragment de seconde où elle avait osé parler. Elle avait entendu une conversation plus tôt, près des caves à vin. Deux hommes parlant à voix basse, l'un mentionnant une surprise dans le verre du comte. Elle n'avait pas compris tous les mots, son français étant encore imparfait, mais l'intention semblait claire comme de l'eau de roche. De retour dans la salle de réception, les lustres semblaient maintenant l'éblouir différemment. Les invités, politiciens, industriels, célébrités, tournoyaient dans leurs costumes et robes de couturiers, inconscients du drame silencieux qui s'était joué. Au loin, Philippe de Clermont était entouré d'un cercle d'admirateurs, sa silhouette imposante se détachant dans la foule. Puis, leurs regards se croisèrent à nouveau. À travers la mer de visages, il la vit, cette fois, vraiment. Il inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais qui pour Yelena résonna comme un tonnerre. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités partaient, Yelena nettoyait les miettes de gâteau tombées sur le tapis persan. Les portes du château s'ouvraient et se fermaient, laissant entrer l'air frais de la nuit provençale. Les grillons chantaient dans les jardins à la française, qui s'étendaient à perte de vue sous le clair de lune. Un majordome, Antoine, s'approcha d'elle, son visage sévère mais pas hostile. « Monsieur de Clermont souhaite vous voir dans son bureau demain matin, à 9 heures précises, » dit-il calmement. La peur noua son estomac. « Pourquoi ?» osa-t-elle demander. « Il n'a pas précisé. » répondit Antoine avant de s'éloigner, ses chaussures cirées ne faisant aucun bruit sur le marbre. Cette nuit-là, dans sa petite chambre sous les combles du château, Yelena ne put dormir.
La fenêtre en mansarde laissait voir un ciel étoilé, si différent de celui de sa Russie natale. Elle se demandait si elle avait eu raison d'intervenir, si elle venait de perdre son emploi, son visa, tout ce pour quoi elle avait travaillé. Sur sa table de chevet reposait une photo de son petit frère Dimitri, souriant dans son uniforme d'université. Pour lui, elle avait traversé l'Europe. Pour lui, elle récurait des sols et servait des gens qui ne la voyaient pas. Demain, tout pourrait changer. Le comte pouvait la renvoyer d'un simple geste de la main, ou pire. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui disait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Et cette certitude, fragile comme une flamme dans le vent, la réconfortait tandis qu'elle fixait le plafond en pente, comptant les heures jusqu'à l'aube. Yelena n'avait pas toujours été invisible. Elle était née à Briansk, en Russie, dans une maison en bois qui gémissait sous le poids de la neige. Sa mère était infirmière, son père soudeur qui perdit son emploi lors de l'effondrement des usines. À 15 ans, elle s'occupait de son petit frère pendant que leurs parents essayaient de garder la chaleur dans la maison et l'espoir dans leur cœur. La vie l'avait endurci tôt. Le rire de la jeunesse avait été remplacé par le crissement des bottes sur les routes glacées, l'odeur de la soupe trop diluée et le murmure des prières chuchotées sous d'épaisses couvertures. À 19 ans, son père mourut d'une pneumonie et sa mère de chagrin peu après. Elle quitta la maison avec une valise et une lettre de recommandation. Elle nettoya des maisons en Pologne, des cuisines à Istanbul et finalement arriva en France, espérant envoyer de l'argent à son frère, maintenant à l'université de Saint-Pétersbourg. La Provence n'était pas dans ses plans. Le hasard ou le destin l'avait amenée au château Mont-Blanc, propriété ancestrale des Clermont, aujourd'hui transformée en résidence privée et lieu de réception prestigieuse. Le château, avec ses tours médiévales et ses jardins dessinés par le nôtre, se dressait fièrement au milieu des vignobles à perte de vue. Pour Yelena, c'était à la fois un refuge et une prison dorée. Son seul ami au château était Jean-Pierre, un vieil homme qui s'occupait des jardins et qui fredonnait des berceuses russes, malgré n'avoir jamais quitté la France. Fils d'émigrés russes blancs, il parlait un russe approximatif, mais chaleureux. Il partageait du pain tardif et du silence, et Jean-Pierre disait souvent « Tu crois encore aux gens, c'est rare ici ». Et c'était vrai. Malgré les regards, les ordres, les silences, Yelena croyait que quelque chose de meilleur pouvait venir, sinon pour elle, au moins pour quelqu'un qu'elle pourrait aider. Même dans une prison dorée, elle gardait sa dignité enfouie comme une flamme enveloppée de tissu. Le matin suivant la réception, Yelena se réveilla avant l'aube. La chambre de bonne qu'elle occupait était spartiate mais propre. Un lit étroit, une commode en bois, un lavabo dans le coin. Par la lucarne, elle pouvait voir le ciel passer du noir au bleu pâle. Les oiseaux commençaient leur concert matinal dans les arbres centenaires du parc. Elle s'habilla avec soin, choisissant son uniforme le plus propre, une robe noire simple avec un tablier blanc. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon serré. Dans le miroir écaillé accroché au mur, elle vit des cernes sous ses yeux, témoins de sa nuit agitée. À 8h30, elle descendit l'escalier de service, évitant les regards des autres domestiques. Les rumeurs couraient vite au château. Certains l'évitaient déjà, comme si elle portait une maladie contagieuse. D'autres chuchotaient sur son passage. La cuisine bourdonnait d'activité. Marcel préparait les croissants pour le petit déjeuner, l'odeur du beurre fondu et de la pâte feuilletée emplissant l'air. Madame Dubois distribuait les tâches du jour, son carnet à la main. « Ah, Yelena !» dit-elle en la voyant. « J'ai entendu que monsieur te demande. » Yelena hocha la tête, incapable de parler. « Sois prudente, ma fille, » ajouta Madame Dubois à voix basse. « Monsieur de Clermont n'est pas un homme patient. » Dans les couloirs du château, le temps semblait ralentir. Yelena passa devant des tapisseries anciennes, dépeignant des scènes de chasse, des armures médiévales montées sur des socles en bois, des tableaux de famille où des générations de Clermont fixaient le monde avec des yeux hautains. L'histoire et le pouvoir suintaient des murs en pierre.
À 9 heures précises, elle frappa à la porte du bureau. Une voix profonde répondit « Entrez ». Le bureau de Philippe de Clermont était une pièce imposante. Des étagères montant jusqu'au plafond contenaient des livres reliés en cuir. Une cheminée en marbre dominait un mur, tandis qu'une grande fenêtre à meneaux offrait une vue sur les vignes. Philippe était assis derrière un bureau en acajou massif, les mains jointes devant lui. À sa gauche se tenait un homme en costume gris, l'air sévère. « Mademoiselle Petrova », commença Philippe, « savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Yelena secoua la tête, les mains crispées sur son tablier. « Hier soir, vous m'avez dit de ne pas boire. Pourquoi ?» Elle prit une profonde inspiration. « J'ai entendu... » Sa voix était à peine audible. Elle recommença, plus fort. « J'ai entendu 2 hommes parler près des caves. Ils ont dit quelque chose à propos d'une surprise dans votre verre. Je n'ai pas tout compris, mon français n'est pas... »« Parfait, oui, je sais, » compléta Philippe. Il échangea un regard avec l'homme en gris. « Continuez. »« C'est tout, » dit-elle. « J'ai eu peur. J'ai pensé que peut-être... que quelqu'un voulait m'empoisonner. » La voix de Philippe était calme, presque détachée. L'homme en gris s'avança. « Monsieur, si je peux me permettre, cette accusation est grave. Nous n'avons aucune preuve que... » Philippe leva la main, et l'homme se tut immédiatement. « Monsieur Laurent, j'aimerais parler à mademoiselle Petrova seule. » Laurent hésita, puis sortit de la pièce, non sans jeter un regard suspicieux à Yelena. Un silence s'installa. Philippe se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant ses terres. « Savez-vous ce que c'est, Yelena, de porter un nom ? Un vrai nom, celui qui vous précède partout, qui ouvre des portes mais qui est aussi un fardeau ?» Elle ne répondit pas. « Les Clermont sont sur ces terres depuis 7 générations. 7 générations de pouvoir, d'influence et... » Il se tourna vers elle. « D'ennemis. » Yelena resta immobile, ne sachant que dire. « Le vin, continua-t-il, a été analysé ce matin. Il contenait un poison rare, pas mortel, mais suffisant pour me rendre malade pendant des semaines. » Ses yeux se plissèrent légèrement, juste à temps pour rater la signature d'un contrat crucial. Le cœur de Yelena battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Vous m'avez sauvé d'un désastre, » dit-il finalement, « et je ne sais même pas pourquoi. Parce que... » Elle chercha ses mots. « Parce que c'était juste. » Philippe la regarda longuement, comme s'il essayait de percer un mystère. Puis, contre toute attente, il sourit légèrement. « La justice, un concept presque oublié dans mes cercles. » Il retourna à son bureau et sortit une enveloppe. « Votre frère, à Saint-Pétersbourg, vous travaillez pour lui, n'est-ce pas ?» Yelena hocha la tête, surprise qu'il connaisse ce détail. « Ses frais universitaires sont désormais payés pour les 3 prochaines années. » Il lui tendit l'enveloppe. « Et ceci est pour vous, un bonus, disons. » Elle ne prit pas l'enveloppe. « Je n'ai pas fait ça pour de l'argent. Je sais, c'est précisément pourquoi vous le méritez. » 3 jours passèrent. Yelena gardait la tête baissée, mais la tension la suivait comme une ombre. Elle nettoyait le bureau de Philippe, époussetait autour des armes scellées sous verre, des livres reliés d'or, et des photographies de lui avec des politiciens, des industriels et des célébrités. Mais quelque chose avait changé. Le château bruissait de murmures. Les regards s'attardaient sur elle plus longtemps que nécessaire. Madame Dubois lui confiait des tâches moins visibles, loin des zones fréquentées par les visiteurs. « C'est pour te protéger », avait-elle murmuré, en lui donnant un placard à nettoyer dans l'aile est rarement utilisée. Ce soir-là, elle fut convoquée, non pas pour nettoyer, mais pour s'expliquer. Un homme en costume gris, sans nom mais aux yeux plus froids que l'hiver russe, l'interrogea sous l'éclat des lumières de sécurité installées dans une petite pièce adjacente aux cuisines. « Pourquoi avez-vous dit cela ?» demanda-t-il, son carnet ouvert devant lui. « J'ai entendu quelque chose, » répondit-elle en français hésitant. « 2 hommes dans le couloir près des caves, disant que le vin n'était pas bon pour monsieur de Clermont. »« Et vous avez décidé que vous saviez mieux ?» ricana l'homme. « Une simple femme de ménage russe, à peine capable de comprendre notre langue ?» Elle sortit de la pièce en se sentant plus petite que jamais. Le lendemain, son accès fut révoqué à la plupart des ailes. Jean-Pierre évitait son regard dans les jardins.
Et ce soir-là, quelqu'un avait fouillé dans ses affaires. Son médaillon, la dernière chose que sa mère lui avait donnée, avait disparu. Elle pleura cette nuit-là, silencieusement, genoux contre la poitrine sur son petit matelas. Tout ce qu'elle avait fait était de parler, juste une fois. Mais alors qu'elle était assise là, elle se rappela la berceuse de Jean-Pierre, et une voix intérieure lui dit « Si tu t'inclines maintenant, tu t'inclineras toujours. Tiens-toi debout une fois, c'est suffisant. » Son désespoir se fissura, juste un peu. En dessous, quelque chose s'agita. Le matin suivant apporta un brouillard épais qui enveloppait le château comme un linceul. Yelena se leva tôt, comme d'habitude. Mais au lieu de descendre directement aux cuisines, elle prit un détour par les jardins. La rosée mouillait ses chaussures usées, tandis qu'elle marchait entre les haies de buis taillées avec précision. Elle trouva Jean-Pierre près de la serre, ses vieilles mains calleuses taillant des rosiers. « Bonjour » dit-elle doucement. Il sursauta légèrement, puis regarda autour de lui, comme pour vérifier qu'ils étaient seuls. « Tu ne devrais pas me parler, » murmura-t-il. « Pas maintenant. »« Mon médaillon a disparu, » dit-elle, ignorant son avertissement. « Quelqu'un est entré dans ma chambre. » Jean-Pierre posa ses sécateurs et soupira profondément. Ses yeux bleus, entourés de rides profondes, semblaient fatigués. « Il y a des ombres dans ce château, Yelena. Des ombres qui n'aiment pas la lumière. Que voulez-vous dire? Monsieur Laurent n'est pas seulement le conseiller de Monsieur de Clermont. Il est aussi son gardien. Il protège les secrets de la famille. » Jean-Pierre baissa encore la voix. « Et il y a beaucoup de secrets. » Un oiseau chanta au loin, brisant momentanément la tension. Les vignes, s'étendant à perte de vue au-delà des jardins formels, étaient enveloppées dans la brume matinale, créant un paysage presque mystique. « Je ne cherche pas de secret, » dit Yelena. « Je veux juste mon médaillon. » Jean-Pierre hésita, puis sortit quelque chose de sa poche. Le médaillon en argent terni, avec sa petite pierre bleue incrustée, brillait faiblement dans sa paume. « Je l'ai trouvé ce matin, près des poubelles. Quelqu'un voulait s'en débarrasser. » Les larmes montèrent aux yeux de Yelena, tandis qu'elle prenait le médaillon, sentant son poids familier dans sa main. « Merci, » murmura-t-elle, la gorge serrée. « Ne le porte pas en public, » conseilla Jean-Pierre. « Pas pour l'instant. » Plus tard, ce jour-là, alors qu'elle nettoyait les chandeliers dans la grande salle à manger, Yelena remarqua une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Grande, élégante, dans un tailleur gris perle, elle discutait avec Philippe de Clermont près de la cheminée monumentale. Leur voix était basse, mais leurs gestes animés. « C'est Élise Fournier », chuchota Sophie, une autre femme de ménage, en passant près d'elle avec un plumeau. La journaliste de Le Monde. Elle fait un article sur les grands domaines viticoles. Yelena hocha la tête, feignant l'indifférence, mais son cœur battait plus vite. Une journaliste, quelqu'un de l'extérieur. À midi, alors que Yelena mangeait son sandwich dans un coin de la cuisine, Élise Fournier entra, demandant un verre d'eau. Leurs regards se croisèrent brièvement. La journaliste sourit, un sourire chaleureux qui atteignait ses yeux. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle en prenant le verre que Marcel lui tendait. « 2 ans, » répondit Yelena, surprise d'être adressée directement. « Vous aimez ?» Une question simple, mais combien complexe. Yelena choisit ses mots avec soin. « C'est un bel endroit. » Mais Élise s'approcha, s'asseyant à la table rustique en bois, ignorant les regards surpris des autres membres du personnel. « Mais rien, madame. Je ne suis pas madame. Je suis Élise. » Elle sortit une carte de visite de sa poche et la glissa discrètement vers Yelena. « Si jamais vous voulez parler, de n'importe quoi. » Avant que Yelena puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et Monsieur Laurent apparut, son visage toujours aussi impassible. « Mademoiselle Fournier, Monsieur de Clermont vous attend pour la visite des caves. » Élise se leva, lança un dernier regard à Yelena et suivit Laurent hors de la cuisine. La carte de visite semblait brûler dans la poche du tablier de Yelena. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle examina la carte. Simple, élégante. Élise Fournier, journaliste d'investigation, Le Monde. Et un numéro de téléphone. Devait-elle appeler? Que dirait-elle?
Qu'un homme avait peut-être tenté d'empoisonner Philippe de Clermont, qu'elle, une immigrée russe avec un visa de travail précaire, avait interféré, que maintenant elle était surveillée, isolée. Le médaillon de sa mère reposait sur sa table de nuit, la pierre bleue captant la faible lumière de la lampe. Elle le prit, sentant son poids rassurant. Sa mère lui avait toujours dit que la vérité était comme l'eau. Elle trouve toujours son chemin, même à travers la pierre la plus dure. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Des pas, puis le silence. Son cœur battait la chamade. Était-ce Laurent? Ou simplement une autre domestique rentrant tard? Elle éteignit sa lampe et s'allongea dans l'obscurité, la carte d'Élise cachée sous son oreiller, le médaillon serré dans sa main. Le château craquait et gémissait autour d'elle, comme un vieil homme avec trop de secrets. Dans sa tête, une question tournait en boucle. Qui voulait nuire à Philippe de Clermont? Et pourquoi? Pendant ce temps, dans une autre aile du château, Philippe lui-même était assis dans son bureau, un verre de cognac à la main, contemplant les mêmes questions. Sur son bureau, un rapport préliminaire sur le poison trouvé dans son vin, un poison rare, coûteux, difficile à obtenir. À côté du rapport, une photo de Yelena tirée de son dossier d'embauche. Une jeune femme aux yeux sérieux et au visage déterminé. « Pourquoi elle ?» murmura-t-il dans la pièce vide. « Pourquoi une étrangère risquerait-elle tout pour me sauver ?» La réponse ne vint pas cette nuit-là. Mais quelque chose avait changé dans le château Montblanc. Une fissure dans la façade parfaite, une lueur de vérité dans l'obscurité, et Yelena, malgré sa peur, sentait une résolution grandir en elle. Une résolution qu'elle n'avait pas ressentie depuis qu'elle avait quitté la Russie avec une valise et des promesses. Cette même semaine, une invitée inattendue arriva au château Montblanc. Élise Fournier, respectée journaliste du Monde, préparait un reportage sur les grandes fortunes françaises et leur influence sur l'économie locale. On lui avait accordé un accès limité au personnel du château. D'une manière ou d'une autre, elle trouva Yelena. La journée avait commencé comme les autres. L'aube pointant à travers la lucarne, le parfum du pain frais montant des cuisines, le bourdonnement discret des aspirateurs dans les couloirs. Mais pour Yelena, chaque jour depuis l'incident du vin empoisonné semblait plus lourd, comme si l'air lui-même était devenu épais de secrets. Elle astiquait les boiseries de la bibliothèque quand Élise apparut, appareil photo en bandoulière, carnet à la main. Grande et mince, avec des cheveux courts, poivre et sel et des lunettes rectangulaires, elle dégageait une confiance tranquille. « Bonjour Yelena », dit-elle doucement. Yelena sursauta, laissant presque tomber son chiffon. « Bonjour Madame Fournier. Élise, je vous en prie. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. « J'aimerais vous parler, en privé si possible. » Le cœur de Yelena battit plus vite. « Je ne peux pas... Madame Dubois attend que je finisse ici et... » « C'est important, » insista Élise. « Il s'agit de ce qui s'est passé lors de la réception. » Un silence tendu s'installa entre elles. Au loin, on entendait le cliquetis des assiettes dans la cuisine, le murmure du vent dans les platanes centenaires qui bordaient l'allée principale. Yelena pesa ses options. Parler à une journaliste pouvait signifier perdre son emploi, son visa, tout, mais la carte d'Élise, toujours cachée sous son oreiller, semblait l'appeler. « 10 minutes, » concéda-t-elle. « Dans le jardin d'hiver, c'est vide à cette heure-ci. » Élise sourit. « 10 minutes suffisent. » Le jardin d'hiver était une merveille architecturale, une structure en fer forgé et vert, construite au début du siècle dernier. Des plantes exotiques y prospéraient, créant une jungle miniature au cœur de la Provence. C'était l'endroit préféré de Yelena dans tout le château, un rappel que la beauté peut pousser même dans les environnements les plus contrôlés. Leur conversation fut brève, prudente, mais Élise vit l'épuisement sur son visage, l'intelligence dans son silence. Et quand Yelena parla enfin du vin, de la voix entendue, de l'avertissement ignoré, Élise écouta comme peu l'avait fait. « Vous réalisez ce que vous avez fait ?» demanda Élise, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. « Vous avez peut-être sauvé la vie d'un des hommes les plus influents de France. » Yelena secoua la tête. « Je ne sais pas. Peut-être que le poison n'était pas mortel.
Peut-être que j'ai mal compris ce que j'ai entendu. Mais vous avez quand même agi, insista Élise. Pourquoi? La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Yelena regarda à travers le verre embué, vers les vignes qui s'étendaient comme une mer verte sous le soleil provençal. Parce que ma mère m'a appris que le silence face à l'injustice est une forme de complicité, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Élise nota ces mots, ses yeux brillants d'une lueur que Yelena ne pouvait déchiffrer. Et maintenant, que se passe-t-il pour vous? Yelena haussa les épaules. On m'évite, on me surveille. Monsieur Laurent, le conseiller de Monsieur de Clermont, me considère comme une menace. Une menace? Élise fronça les sourcils. Ou un témoin gênant? Les mots planèrent entre elles, lourds d'implication. Yelena sentit un frisson descendre le long de sa colonne vertébrale, malgré la chaleur moite du jardin d'hiver. « Je dois y aller », dit-elle soudainement, sentant que leurs 10 minutes étaient écoulées, et bien plus. Élise lui tendit une nouvelle carte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi, jour ou nuit. » Pendant ce temps, Philippe de Clermont, ébranlé par la tentative d'empoisonnement et le mystérieux avertissement de la femme de ménage russe, avait discrètement lancé sa propre enquête. Il se tenait maintenant dans son bureau, contemplant un rapport détaillé sur l'analyse du vin. Il contenait un toxique rare, difficile à obtenir sans contact dans certains cercles pharmaceutiques. Des arrestations discrètes avaient été effectuées. Quelqu'un de proche avait comploté contre lui. Son téléphone sonna. Laurent. « Monsieur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Je vous écoute. Nous avons trouvé des traces du poison dans le bureau de Monsieur Belmont. » Philippe ferma les yeux. Victor Belmont, son directeur financier depuis 15 ans, l'homme qui gérait non seulement ses vignobles, mais aussi ses investissements internationaux. L'homme qui connaissait tous ses secrets. « Et il a avoué ?» demanda Philippe, sa voix trahissant à peine son émotion. « Pas encore, mais les preuves sont accablantes. » Un silence s'installa. Puis Philippe demanda « Et la femme de ménage? Qu'en est-il d'elle? Mademoiselle Petrova ?» Laurent semblait surpris. « Nous la surveillons, bien sûr. Elle a parlé à la journaliste aujourd'hui. »« Élise Fournier ?»« Oui, monsieur. Une conversation privée dans le jardin d'hiver. Nous n'avons pas pu entendre ce qui a été dit. » Philippe réfléchit un moment. « Laissez-les parler. »« Monsieur ?» « Vous m'avez entendu, Laurent. Laissez-les parler. » Après avoir raccroché, Philippe se tourna vers la fenêtre. Le soleil commençait à descendre, baignant les vignes d'une lumière dorée. Il pensa à Yelena Petrova, cette femme qui avait osé l'avertir alors que personne d'autre ne l'avait fait. Cette étrangère qui avait risqué tout pour dire la vérité. Quand il vit le brouillon du reportage d'Élise et la mention d'une courageuse femme de ménage qui avait osé parler quand personne d'autre ne l'aurait fait, son cœur se serra. Il fit appeler Yelena personnellement. Elle entra dans la pièce comme une bougie marchant dans le vent. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit-il, la voix basse, « et je vous ai ignoré. » Yelena se tenait silencieusement, tremblante. Il continua. « Plus maintenant, pour la première fois. » Elle était vue, pas comme du personnel, pas comme une ombre, mais comme quelqu'un qui comptait. Et avec cette reconnaissance, sa flamme grandit plus forte. Une semaine plus tard, Philippe de Clermont organisa une réception plus intime. Presse, alliés, membres du conseil d'administration de son empire viticole. Les caméras tournaient. Cette fois, les sols en marbre ne résonnaient pas de cérémonie, mais de vérité. L'événement avait été annoncé comme une simple présentation du nouveau millésime du château Montblanc, mais les invités sentaient qu'il y avait davantage. Une certaine tension dans l'air, une anticipation. Les journalistes vérifiaient leurs enregistreurs, les photographes ajustaient leurs objectifs. Élise Fournier se tenait légèrement à l'écart, observant la scène avec un léger sourire. La grande salle de réception avait été transformée. Les tables en chêne massif portaient des bouteilles de vin, des carafes en cristal, des plateaux de fromage et de charcuterie locale. Les armoiries des Clermont dominaient la cheminée monumentale.
un cerf et une grappe de raisin entrelacés, symbole de noblesse et de terre. Philippe entra, impeccable dans son costume bleu nuit. Le silence tomba progressivement sur l'assemblée. Il s'avança jusqu'au centre de la pièce, sous le lustre principal. Il parla calmement. Le pouvoir n'est pas la force. La force, c'est savoir quand écouter la voix la plus discrète dans la pièce. Des murmures confus parcoururent l'assistance. Laurent, debout près de la porte, fronça les sourcils. Philippe fit un geste, et Yelena fut amenée. Dans une robe simple mais élégante, ses cheveux relevés, elle semblait être elle-même pour la première fois depuis des années. Les murmures s'élevèrent, certains confus, d'autres curieux. « Elle est la raison pour laquelle je suis vivant aujourd'hui », déclara Philippe. Des exclamations de surprise traversèrent la foule. Certains baissèrent la tête, d'autres applaudirent, incertains. Philippe raconta alors l'histoire. La tentative d'empoisonnement, l'avertissement murmuré en russe, l'enquête qui avait suivi. Il ne mentionna pas le nom de Victor Belmont. Cette affaire serait traitée par la justice, loin des caméras, mais il parla de trahison, de cupidité et de la valeur du courage ordinaire. Il se tourna vers elle. « Vous m'avez averti, risquez tout. Vous n'avez pas cherché de récompense, vous avez simplement fait ce qui était juste. » Elle secoua la tête, submergée. « N'importe qui aurait... » « Non, dit-il doucement, pas tout le monde, mais vous l'avez fait. » Le regard d'Élise Fournier brillait tandis qu'elle prenait des notes frénétiques. Cette histoire, elle le savait, résonnerait bien au-delà des murs du château. Marcel, le chef pâtissier, regardait la scène avec un mélange de fierté et d'étonnement. Il se pencha vers Madame Dubois et murmura « Je l'ai toujours dit, cette petite a quelque chose de spécial. » Madame Dubois hocha la tête, essuyant discrètement une larme. Elle nous a tous montré ce que signifie avoir de la colonne vertébrale. Jean-Pierre, invité spécialement pour l'occasion, malgré son statut de jardinier, se tenait droit, son vieux visage illuminé par un sourire. Quand le regard de Yelena croisa le sien, il lui fit un petit clin d'œil complice. L'homme qui autrefois regardait à travers elle voyait maintenant tout d'elle, et ceux qui l'ignoraient auparavant la regardaient désormais avec respect. Non pas parce qu'elle avait du pouvoir, mais parce qu'elle avait du courage. Et le courage est quelque chose que même les rois doivent respecter. Le château ne rugissait pas. Il respirait, un long souffle collectif de réalisation. Après les discours officiels, les caméras continuèrent à tourner, tandis que Philippe annonçait la création d'une fondation pour aider les travailleurs immigrés en France. Une fondation dont Yelena serait la consultante principale. Il parla d'intégration, de dignité du travail et de la contribution souvent invisible mais essentielle des étrangers à l'économie française. « Nous ne pouvons pas tous être des héros », dit-il en conclusion. Mais nous pouvons tous avoir le courage de faire ce qui est juste, même quand cela semble impossible. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, sincères cette fois. Même Laurent, toujours stoïque, inclina légèrement la tête en signe de respect. Plus tard, alors que les invités se dispersaient, Philippe invita Yelena dans son bureau, une pièce qu'elle avait si souvent nettoyée, mais où elle n'avait jamais été invitée à s'asseoir. Il lui offrit un verre de cognac, non pas sur un plateau, mais de sa main à la sienne. « Je vous dois plus qu'une fondation et qu'une reconnaissance publique, » dit-il, s'asseyant en face d'elle. « Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle, son accent russe toujours présent mais sa voix plus assurée maintenant. « Que la véritable valeur d'une personne n'a rien à voir avec son nom, son titre ou sa richesse. » Il fit tourner le cognac dans son verre, regardant la lumière jouer à travers l'ambre liquide. Mon grand-père était vigneron avant d'acheter ce château. Un homme simple, avec des mains calleuses et un cœur honnête. Quelque part en chemin, j'ai oublié cette partie de mon héritage. Yelena écoutait, surprise par cette confession inattendue. Victor Belmont, l'homme qui a tenté de m'empoisonner, était mon ami depuis 15 ans, continua Philippe. Il connaissait mes enfants, passait Noël avec nous. Et pourtant, il était prêt à me nuire pour prendre le contrôle de mes entreprises asiatiques. « Je suis désolé, » dit Yelena, ne sachant que dire d'autre. Philippe secoua la tête. « Ne le soyez pas.
Cette expérience m'a ouvert les yeux sur la loyauté, sur le courage et sur les personnes que nous choisissons d'ignorer. La nuit tombait à l'extérieur et les lumières du jardin s'allumaient une à une, créant un paysage féerique de bosquets illuminés et de fontaines scintillantes. Dans le bureau de Philippe, le temps semblait suspendu, un moment de vérité partagé entre deux personnes que tout séparait, mais que l'humanité fondamentale unissait. Cette nuit-là, Yelena retourna dans sa petite chambre sous les combles. Pour la dernière fois, demain, elle déménagerait dans un appartement à Aix-en-Provence, plus proche de son nouveau travail à la Fondation. Elle emballa ses maigres possessions, quelques vêtements, des photos, des livres en russe, le médaillon de sa mère. Elle s'assit sur son lit étroit, regardant par la lucarne les étoiles qui parsemaient le ciel provençal. Elle pensa à Brayansk, à la neige, au froid qui mordait les os. Elle pensa à son frère Dimitri qui pourrait maintenant terminer ses études sans souci financier. Elle pensa à toutes les Yelena qui travaillaient dans l'ombre, invisibles mais essentielles. Un coup léger à sa porte la tira de ses pensées. C'était Amal, portant un panier couvert d'un linge. « Un petit cadeau de départ », dit-elle, dévoilant des pains aux noix tout chauds et un pot de confiture de figues maison. « Pour que tu n'oublies pas la cuisine du château. » Yelena la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Comment pourrais-je oublier ?» Amal la serra fort, comme une fille. « Je te l'avais dit », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Tu crois encore aux gens ?» 2 mois plus tard, Yelena se tenait devant la porte d'un petit appartement dans le quartier Mazarin d'Aix-en-Provence. Modeste, ensoleillée, avec un citronnier fleurissant sur le balcon. Un cadeau de Philippe. Pas de la charité. Un remerciement. L'appartement se trouvait au 2e étage d'un immeuble ancien, aux murs ocre et aux volets bleu lavande. L'entrée était ombragée par une glycine qui s'enroulait autour des colonnes du petit porche. À l'intérieur, les plafonds étaient hauts, les fenêtres généreuses, laissant entrer la lumière dorée de la Provence. Le premier matin dans son nouveau foyer, Yelena s'était réveillée désorientée. Habituée au plafond en pente de sa chambre de bonne, elle avait été surprise par l'espace autour d'elle. Le lit était plus large, les draps plus doux. Sur la table de chevet, son médaillon reposait à côté d'une photographie encadrée. Elle et Dimitri, lors de sa dernière visite en Russie, leur sourire franc malgré le froid mordant. Elle travaillait maintenant avec une fondation locale, aidant les femmes migrantes dans le service domestique à trouver un soutien juridique et une éducation. Elle était devenue un symbole discret, non pas de rébellion, mais de dignité. Ce matin-là, Yelena parcourait les rues pavées d'Aix, savourant la fraîcheur de l'air matinal. Le marché de la place Richelme battait son plein. Étals colorés de fruits et légumes, odeurs entêtantes d'olives et d'herbes de Provence, voix des marchands vantant leurs produits. Elle acheta des figues fraîches, du pain aux noix et un petit bouquet de lavande. « Bonjour, mademoiselle Petrova !» La voix chaleureuse appartenait à madame Rousseau, une femme d'une 60aine d'années qui vendait du miel et des confitures. « Comment se passe votre nouveau travail ?»« Très bien, merci », répondit Yelena souriant. « Nous avons aidé 3 femmes à obtenir leurs papiers cette semaine. »« Formidable !» Madame Rousseau lui tendit un petit pot de miel de lavande. « Un cadeau, pour célébrer. » Ces petites interactions quotidiennes, être reconnues, saluées par son nom, traitées avec respect, restaient encore nouvelles pour Yelena. Pendant des années, elle avait été invisible, une ombre glissant le long des murs. Maintenant, elle existait pleinement, occupant l'espace avec une assurance tranquille. Dans les bureaux de la Fondation Mont-Blanc pour l'intégration, situé dans un ancien hôtel particulier restauré, Yelena avait son propre bureau, petit mais lumineux, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure où une fontaine chantonnait doucement. Sur son bureau, un ordinateur moderne côtoyait un vase de fleurs fraîches et des dossiers soigneusement rangés. « Yelena, tu as un moment ?» Sofiane, le directeur juridique de la Fondation, passait la tête par la porte entr'ouverte. D'origine algérienne, il avait lui-même connu les difficultés de l'intégration avant de devenir avocat. « Nous avons une nouvelle arrivante. Je pense que tu pourrais l'aider. »
La femme s'appelait Nadejda, ukrainienne, la quarantaine, regard méfiant et mains nerveuses. Elle parlait à peine français, s'exprimant dans un mélange de russe et d'anglais hésitant. Son histoire était tristement familière pour Yelena. Arrivée en France avec des promesses d'emploi, passeport confisqué par son employeur, conditions de travail proches de l'esclavage moderne. Yelena l'écouta, nota les détails, posa des questions en russe, établissant lentement un lien de confiance. Puis elle expliqua comment la fondation pouvait l'aider. Assistance juridique, hébergement temporaire, cours de français, formation professionnelle. Pourquoi faites-vous cela? Demanda finalement Nadejda perplexe. Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas? Yelena sourit doucement. Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin, et maintenant, c'est mon tour d'aider quelqu'un d'autre. Ce soir-là, son frère Alexei appela par vidéo. Il avait obtenu son diplôme. C'est ton tour maintenant, dit-il, son visage pixelisé mais son sourire bien visible. Elle sourit. Mon tour est chaque fois que j'aide quelqu'un à être vu. Dans son salon modeste mais confortable, Yelena contemplait sa nouvelle vie. Des livres en français et en russe remplissaient une petite bibliothèque. Un tapis aux motifs traditionnels russes couvrait le sol en terre cuite. Sur les murs, des photographies, les vignes du château Mont-Blanc au coucher du soleil, les montagnes enneigées de Briansk et une photo récente d'elle avec l'équipe de la fondation, tous souriant devant l'objectif. Elle préparait du thé dans sa cuisine lorsque son téléphone sonna. C'était Élise Fournier. « Yelena, j'ai une nouvelle extraordinaire. » La voix de la journaliste vibrait d'excitation. « Mon article sur votre histoire a reçu le prix Albert Londres. »« Félicitations, » répondit sincèrement Yelena. L'article d'Élise, intitulé « Le murmure qui a sauvé un empire », avait fait sensation, mettant en lumière non seulement la tentative d'empoisonnement et le courage de Yelena, mais aussi les conditions souvent précaires des travailleurs immigrés dans les grandes maisons françaises. « C'est aussi votre victoire, » insista Élise. « Votre courage a inspiré des changements concrets. Le ministre du Travail a annoncé une révision des lois protégeant les employés de maison. Plus tard, cette semaine, Philippe de Clermont visita la fondation. Il n'y avait pas de presse, juste deux personnes qui avaient autrefois partagé un moment qui avait changé leurs deux chemins. Ils marchèrent dans les jardins de la fondation, parlant doucement des progrès réalisés, des défis à venir. Philippe semblait plus détendu, moins formellement aristocratique. Son costume était toujours impeccable, mais son sourire venait plus facilement. « Comment va votre frère ?» demanda-t-il. « Très bien, il envisage de venir en France pour poursuivre ses études supérieures. »« Excellent. S'il a besoin de quoi que ce soit, je sais. Merci. » Elle hésita puis ajouta. « Et vous, comment va tout ?» Philippe comprit la question non formulée. « Le procès de Victor commence le mois prochain. » Son visage s'assombrit légèrement. Certaines trahisons laissent des cicatrices profondes. Alors qu'il partait, elle dit doucement. « Merci de m'avoir écouté. » Il fit une pause. « Non, merci à vous d'avoir murmuré. » À la maison ce soir-là, Yelena prépara un bortsch, la soupe rouge aux betteraves de son enfance. L'odeur réconfortante emplit son appartement, évoquant des souvenirs de neige et de rires partagés autour d'une table simple. Elle mangea sur son petit balcon, regardant le soleil se coucher sur les toits d'Aix-en-Provence. Les tuiles orangées brillaient comme de l'or sous la lumière mourante. Dans la rue en contrebas, des étudiants riaient en se dirigeant vers un café. Une vieille dame promenait son chien. Un musicien de rue jouait du violon, les notes s'élevant comme des oiseaux dans l'air du soir. Et tandis qu'Yelena fermait les yeux, elle se rappela le tintement d'un verre, l'acuité de la peur et la voix intérieure qui ne s'était jamais inclinée. Parfois, la plus petite voix détient le plus grand pouvoir. Même les invisibles peuvent changer le cours du destin. La semaine suivante, elle reçut une lettre. Une offre pour diriger un nouveau programme d'intégration pour les travailleurs migrants financé par le gouvernement régional. Un nouveau défi, une nouvelle chance de faire une différence. Son téléphone sonna à nouveau. Nadejda
l'Ukrainienne. Elle avait obtenu ses papiers. Elle commençait des cours de français. Elle pleurait de gratitude. « Ce n'est que le début », promit Yelena. « Votre vie vous appartient maintenant. » En raccrochant, Yelena sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, la sensation d'avoir trouvé sa place dans le monde, non pas comme une ombre, mais comme une lumière, non pas comme une voix qui murmure, mais comme une voix qui guide. Le citronnier sur son balcon avait donné ses premiers fruits, petits, encore verts, mais prometteurs, comme sa nouvelle vie, comme les vies qu'elle aidait à reconstruire. Elle avait parcouru un long chemin depuis ce soir où elle avait osé murmurer un avertissement. Un chemin de courage, de vérité et finalement de liberté. Et tandis que le soleil se couchait sur Aix-en-Provence, Yelena Petrova, autrefois invisible, brillait de sa propre lumière.